Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Pas de compromis envisagé au Soudan avec les commanditaires du coup d'État du 25 octobre dernier. La coalition des forces pour la liberté et le changement exige le rétablissement du gouvernement de transition. L'opposition burkinabé lance un ultimatum d'1 mois au président Roch-Marc Christian Kaboré pour maîtriser la situation sécuritaire en dégradation constante. Des mesures concrètes sont attendues sans quoi l'opposition menace de descendre dans la rue. Et le Bénin célébrait ce mercredi 10 novembre le retour de 26 œuvres d'art pillées par la France sous l'ère coloniale, l'aboutissement d'un processus engagé depuis 2018 entre la France et le Bénin. Mais tout d'abord, funeste nouvelle en Afrique du Sud, le dernier président sud-africain de l'apartheid, Frédéric de Klerk, est décédé ce jeudi 11 novembre. L'ancien chef de l'État sud-africain a été emporté à 85 ans par un cancer. Au pouvoir de 1989 à 1994, il a servi de pont entre le régime de l'apartheid et l'avènement de la démocratie en Afrique du Sud. C'est sous sa présidence qu'ont été lancées les premières réformes mettant fin à la ségrégation. C'est également sous sa présidence que les négociations pour la libération de Nelson Mandela ont été menées à leur terme. Après plus de 2 décennies d'incarcération, Nelson Mandela, avec qui il a partagé le prix Nobel en 1993. Les appels à la désobéissance civile se poursuivent au Soudan pour protester contre le coup d'État du 25 octobre dernier. La coalition des forces pour la liberté et le changement a annoncé ce mercredi 10 novembre en conférence de presse qu'il n'y aurait pas de négociation avec les putschistes. La coalition exige le rétablissement du gouvernement de transition. Plus de détails avec Fanny Mounichi. Il n'y aura pas de négociation avec les putschistes. La coalition des forces pour la liberté et le changement a réitéré ce mercredi sa position, le retour aux conditions d'avant le coup d'État, mais aussi le rétablissement du gouvernement de transition et du Premier ministre Abdallah Hamdok. Nous soulignons que nous ne rencontrerons pas l'armée. Notre position est claire et sans équivoque. Il n'y aura pas de négociation, ni de compromis avec les commanditaires du coup d'État, et nous saluons la position ferme du Premier ministre Abdallah Hamdok. Le Premier ministre Abdallah Hamdok, toujours en résidence surveillée, depuis la prise de pouvoir du général Abdel Fattah al-Burhan, des centaines de militants politiques ont été arrêtés par les services de sécurité, une répression croissante dénoncée par le FCC. Nous rejetons et condamnons les pressions et les menaces auxquelles sont confrontés les détenus qui mettent leur vie en danger. Nous rejetons également les méthodes pratiquées par les commanditaires du coup d'État qui utilisent de faux rapports contre les détenus tout en interdisant des audiences avec leurs avocats et en violant leurs droits constitutionnels et légaux. La coalition a exprimé son soutien aux manifestations annoncées par les comités de résistance les 13 et 17 novembre, des marches dont le slogan sera « Pas de négociation, pas de partenariat, pas de légitimité ». Grogne de l'opposition au Burkina Faso face à la dégradation constante de la situation sécuritaire, l'opposition exige des mesures urgentes du gouvernement, sans quoi elle menace de descendre dans les rues et de réclamer la démission de l'exécutif. Un délai d'1 mois a été laissé au président Roch-Marc Christian Kaboré et à son équipe pour redresser la situation. Les explications de Mildred Diamou. L'opposition burkinabé donne au gouvernement un délai d'1 mois pour redresser la situation sécuritaire du pays. L'ex-parti au pouvoir Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, a exigé le 9 novembre 2021 des mesures urgentes face à la dégradation rapide de la situation sécuritaire et socio-économique dans le pays, menaçant d'importants mouvements contestataires pour réclamer la démission du président Roch-Marc Kaboré et son gouvernement.
Si dans un délai d'1 mois, rien de sérieux et de concret n'est entrepris pour maîtriser la situation sécuritaire, l'opposition politique, en concertation avec des organisations soucieuses de l'avenir de la nation, appellera à des manifestations fortes pour exiger purement et simplement la démission immédiate du chef de l'État et de son gouvernement. Le Burkina Faso subit une recrudescence d'attaques terroristes ces derniers mois. Le pays est régulièrement confronté à des groupes djihadistes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda, visant civils et militaires depuis 2015. Le mouvement d'opposition Congrès pour la démocratie et le progrès dresse un bilan de plus de 2000 morts, 2 millions de déplacés internes et plus de 2500 écoles fermées, mettant plus de 400 000 élèves dans la rue. L'opposition, d'une certaine façon, très opportuniste parce que effectivement, dans tous les pays, aujourd'hui, les populations commencent à être un peu, j'allais dire, à bout parce que les exactions continuent, les attaques continuent, notamment sur le front Est, Nord et puis Centre-Nord. On ne sait pas quand ça va s'arrêter parce que militairement, on ne voit pas aussi. Il y a des actions qui sont certes faites sur le terrain, il y a quelques victoires, mais justement, on n'a pas d'action militaire d'envergure à même de rassurer les populations. Donc l'opposition quelque part est dans son rôle en mettant la pression sur le gouvernement de cette façon. L'opposition burkinabé demande notamment que l'armée soit dotée de matériel de combat mieux adapté, que les frontières terrestres fermées depuis 2020 en raison du Covid-19 soient ouvertes et que le gouvernement fournisse une aide alimentaire aux personnes dans le besoin. Les conflits ainsi que la pandémie risquent de plonger près de 3 millions de Burkinabés dans une grave crise alimentaire en 2021, selon les agences humanitaires. Ambiance festive ce mercredi 10 novembre au Bénin. Le pays a célébré le retour de 26 œuvres d'art restituées par la France après 3 ans d'un long processus entamé. En prélude à ces festivités, la loi portant protection du patrimoine culturel a été adoptée et promulguée par l'État. Un décret qui démontre l'engagement du Bénin dans sa volonté de préserver sa richesse culturelle. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. À la présidence de la République du Bénin, 3 camions à conteneurs transportant des trésors royaux d'Abomey ont effectué leur entrée dans l'esplanade de la pelouse verte du Palais de la Marina. À la faveur d'une cérémonie forte et symbolique, le retour des 26 œuvres culturelles restituées par la France au Bénin a été célébré en présence du chef d'État Patrice Talon, des présidents d'institutions et des rois du Bénin. Un vibrant hommage a été rendu au trône du roi Guézo, qui fait partie des 26 trésors royaux revenus au Bercail après plus d'1 siècle. Le roi Guézo fut l'un des puissants rois du royaume d'Ahomey. Il a régné de 1818 à 1858. On vient de nous montrer le trône du roi Guézo. Guézo, un puissant roi d'Abomey. Le trône royal, c'est le roi même. Quand on voit un trône royal, on se prosterne. Ces œuvres qui sont rentrées au Bercail doivent être purifiées parce qu'elles sont désacralisées. Il faut les sacraliser, il faut les purifier, il faut faire une grande cérémonie de purification. Nous sommes tellement heureux de savoir que nos trésors royaux sont au Bercail. Pour ma part, je ferai une cérémonie traditionnelle dès mon retour à Abomey. Nous le célébrerons encore dans les cours royales. Préoccupée de la gestion efficace du patrimoine culturel national, l'Assemblée nationale a adopté une loi portant protection du patrimoine culturel. Le texte est composé de 164 articles subdivisés en 8 titres. Il traite entre autres des questions de la protection du patrimoine culturel national, de la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de la sauvegarde des habitats d'architecture traditionnelle, des fouilles archéologiques et découvertes, des institutions de conservation et de valorisation du patrimoine culturel. C'est pour dire à tous ceux qui seraient tentés de continuer de faire quelques petits trafics que les sanctions sont très lourdes, très sévères désormais. C'est pour dire que le Bénin a ratifié tous les instruments internationaux, notamment la Convention Unidroit et les autres conventions, pour que nous puissions donner à notre patrimoine, disons, toute la sécurité qu'il faut. A noter que pour ne pas subir un choc thermique,
Les 26 œuvres mémorielles historiques vont séjourner au Palais de la République pendant 2 mois avant son exposition au public dans la salle du Peuple. À la découverte à présent d'un roman éloquent rien que par son titre, L'élégance de Dieu et si le ciel était vide, un ouvrage de 237 pages du journaliste, écrivain et plus généralement homme de médias, Ephrem Yukpo. Ce livre est un recueil de petits récits courts d'événements particuliers, des anecdotes sur les rapports de l'homme à Dieu. Son auteur est l'invité de cette édition. Bienvenue, monsieur Ephrem Yukpo. Merci de m'avoir invité. Alors, c'est un sujet aussi sensible que philosophique que vous abordez à travers ce livre. Pourquoi ce titre, L'élégance de Dieu et si le ciel était vide, quelque peu provocateur, voire blasphématoire pour certains? On va dire ça comme ça, mais bon, on ne parlera pas blasphème ni apophatisme. Alors, en fait, j'ai choisi le titre L'élégance de Dieu parce que dans l'élégance a une connotation aussi divine. Il y a quelque chose de divin dans l'élégance. On est toujours à la recherche de la beauté, de l'extraordinaire, du magnifique, de ce qui est au-dessus, au-delà de plein de choses. Et je pense que l'élégance aussi révèle un peu ça. Et quelque part, le titre, c'est une manière d'être reconnaissant à ce Dieu-là, Dieu de miséricorde, qu'on maudit quand tout va mal et qu'on bénit quand tout va super bien. Mais en même temps, ce que je voulais quand même souligner, c'est que certes, on parle de Dieu, enfin, je veux dire, le titre parle de Dieu, ou bien il annonce un peu de Dieu, mais il n'est pas que Dieu dans le livre. Ce n'est pas un livre cérémonial, ce n'est pas un roman où je fais des grandes recherches de théologie, en théologie et des recherches philosophiques. C'est plutôt un constat normal de monsieur lambda, de tout le monde. Donc l'auteur, ou sinon le narrateur, fait un constat de la société, mais sous le prisme de Dieu, avec différents sujets qui sont abordés dans le livre. Justement, il y a beaucoup de références bibliques et quelques sourates issues du Coran. C'est presque l'exercice d'un prédicateur. Est-ce que vous n'avez pas peur de paraître plus pédagogue qu'écrivain? Je pense que ceux qui vont le lire, ils comprendront qu'il n'y a pas vraiment la notion de la pédagogie, il y a plutôt un constat qui est fait. Et je pense que la pédagogie, ou être pédagogue, je laisserai ça plutôt aux prêtres, aux prédicateurs, comme vous dites, et aux imams qui ont plus la légitimité de passer des messages, ou sinon d'enseigner. Moi, je n'enseigne pas ni la Bible, ni la parole de Dieu. Je ne fais que simplement, comme je l'ai dit, parler de la société sous le prisme de Dieu, parce que je pense qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est tous croyants quelque part, même ceux qui refusent l'existence de Dieu ou ceux qui ne voudraient pas l'admettre, quelque part, on se rejoint toujours en disant il y a un être au-dessus de nous. Et cet être au-dessus de nous, il y en a qui n'arrivent pas à le dire Dieu, et il y en a qui disent peut-être l'univers, il y en a qui arrivent à lui donner le nom qu'il veut, mais quelque part, ce Dieu, il existe pour ceux qui sont croyants. Donc, rien ne peut se faire sans lui. Donc, je pense qu'en écrivant ce livre-là, c'était pour moi une manière de lui dire, écoute, on est là, on vit, on existe, mais ici, c'est en partie, et pour ne pas dire en grande partie grâce à toi. Donc voilà, c'était pour lui rendre une espèce de reconnaissance pour moi. Et à partir de lui, comme j'ai dit, différents sujets sont abordés. C'est une vue panoramique de notre société dans le livre. Alors ce livre aborde notamment le développement. Quel est aujourd'hui votre regard sur la politique africaine telle qu'elle est menée sur le continent africain? Je trouve malheureusement que la politique africaine n'est pas menée comme on la voudrait. Il faut être honnête, parce que je me souviens, quand j'étais encore plus jeune, on me disait, dans 5 ans, tu vas voir, l'Afrique va changer, dans 5 ans, on ne sera plus pareil. Et on part de 5 ans. 5 ans, on se retrouve malheureusement encore dans le même, on a l'impression d'être une espèce de cachot dans le même système qui n'évolue pas. Et ce qui est positif, c'est qu'on a une dynamique, on a une jeunesse qui est très entreprenante. Et malheureusement, on a l'impression que cette jeunesse est beaucoup plus rapide que le système qui est en face de lui. Donc il y a une espèce de déconnexion entre la jeunesse et la politique ou le gouvernement, ce qui se fait sur le terrain. Voilà, donc c'est un peu ce qui est un peu dommage, mais je pense que les choses peuvent s'arranger d'ici là. Il faut simplement que les grands, les anciens comprennent que les jeunes sont là et qu'on arrive à avoir le même rythme. Et quel est le rapport, selon vous, de la religion et de l'Afrique, du continent africain aujourd'hui, tel qu'il est fait? Alors, il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est que lorsqu'il se passe quelque chose de grave ou des événements très importants dans des pays africains, on a toujours tendance à aller vers des prêtres, vers des imams, vers des hommes de Dieu. C'est là, réfère à la religion. Exactement. C'est là où on se rend effectivement compte qu'on se bat. On fait d'ailleurs, on
on fait fi de Dieu des fois dans ce qu'on fait, mais on se rend compte que sans lui, on ne peut rien faire. Donc, c'est preuve que Dieu est exactement dans notre société. Il existe dans notre société d'une certaine manière. Parce que dès qu'il y a des conflits, on cherche à voir les prêtres, les pasteurs, les imams, pour essayer de pour trouver le juste milieu. Ça veut dire que le discernement est par là-bas, et peut-être aussi que, pas l'intelligence, mais plutôt la sagesse est par là. Voilà. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui créer des lois ou plutôt encadrer la religion avec la politique? Je dirais pas il faut encadrer. Moi, honnêtement, comme j'ai dit, j'aurais du mal à donner une espèce de leçon à ceux qui sont, à mon avis, indiqués à le faire. Ce que je peux dire, c'est un constat d'auteur, de journaliste qui voit ce qui se passe. Je crois simplement qu'il va falloir faire une différence entre la religion et la politique. Dès l'instant, dès qu'on veut tout mélanger, donc mettre la politique et la religion dans la même assiette, ça crée suffisamment de problèmes parce que ce n'est pas forcément les mêmes façons de voir les choses, ce n'est pas la même pratique au niveau des lois, au niveau de la foi. Il y a beaucoup de choses qui sont malheureusement pas dans les mêmes ordres, donc ça crée toujours un vrai conflit à ce niveau-là. Vous abordez notamment dans votre livre les attentats du 15 janvier 2015 qui ont été perpétrés en France. Je vais lire une de vos phrases, page 190. « Ces criminels tuent en son nom. Ils n'ont réellement jamais connu Dieu, le vrai, notre Dieu qui enseigne l'amour et la tolérance à nos âmes troubles. » Est-ce que, à votre avis, il existe aujourd'hui une solution pour mettre fin à ces dérives? La seule solution, c'est l'enseignement. Mais l'enseignement, ce n'est pas nous qui sommes dans la rue qui allons pouvoir donner cet enseignement-là. Ce sont les hommes de Dieu qui doivent donner cet enseignement-là. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire la différence entre la politique et la religion. C'est d'un instant, il ne faut pas non plus oublier que la religion, pour certains, n'est pas dissociée à Dieu. C'est-à-dire, il y en a qui se disent, quand on dit religion, on parle de Dieu. Et dès l'instant où on parle de Dieu, on parle de religion pour certains. Donc, c'est très, très compliqué. C'est un sujet qui est très, très difficile. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt, ce n'est pas nous qui allons enseigner, mais l'éducation elle-même, c'est de savoir faire la différence entre la religion et la politique. La religion est à part, la politique est à part. Même si quelque part, comme je disais tantôt, lorsqu'il y a un problème dans des pays africains, on cherche l'imam ou on cherche le pasteur, c'est simplement, là on est en quête de solutions, donc on est en quête peut-être de sagesse et de discernement pour régler un certain nombre de problèmes. Oui, mais je pense que bon, là, ce qui s'est passé pour 2015, pour Charlie Hebdo, c'est clair que ça a été un sujet qui a secoué tout le monde. Mais dans le fond, quand on se pose bien la question, est-ce qu'ils l'ont vraiment fait? Est-ce que c'est vraiment des gens qui croient vraiment en Dieu? Parce que moi qui ai eu la chance d'être musulman, il n'y a aucun moment dans un passage, il n'y a pas un passage dans le Coran où on demande aux gens de tuer au nom de Dieu, ça n'existe pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Merci, Monsieur Ephrem Yokpo, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « L'élégance de Dieu et si le ciel était vide ». Merci beaucoup. Alors, le livre est à la FNAC et partout. En ce moment, il est en Côte d'Ivoire aussi, à la Librairie de France. En tout cas, merci beaucoup. J'étais ravi d'être là. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.